Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Out here, we feel things. The sore calves that lead to epic views, the cool waterfall mist during a hot hike, and the breeze that hits just right at the summit. But hey, don't just listen to us. Experience it for yourself. All Trails makes it easy to discover the best of the outdoors, with more than 450,000 trails around the world, points of interest along the trail, and offline maps for always-on navigation. Download the free app today and find your next outdoor adventure. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien Catherine, et toi comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui on a une invitée spéciale. On a Roxane avec nous pour nous parler d'un cas très particulier. Bonjour Roxane, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais à Un peu de crime dans ton café? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes qui, vous? Qui êtes-vous, madame? Je m'appelle Roxane. Moi, je suis intervenante communautaire. Je travaille surtout en ce moment avec des parents d'adolescents, mais j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, des ados, des familles. Puis aujourd'hui, on va pas vendre le punch tout de suite, mais je vais vous parler d'un cas très connu au Québec qui implique une petite enfant. Une petite enfant qui a subi de la maltraitance, pour le dire comme ça. Une petite enfant qui a subi des choses pas le fun. Et qui a donné le meilleur film de la carrière de Serge Postigo. Yes! Et Roxane, tu as du café pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est un café de Kittel Coffee, qui est un café de torréfaction quand même assez pâle. Moi, je suis habituée à boire plus des cafés vraiment foncés, fait que d'habitude, c'est très intense. Puis lui, je le trouvais très doux. Il y a des notes de chocolat, de figues et de pain d'épices dedans. C'est un café qui est torréfié à Montréal, fait que je trouve ça le fun que ça soit un petit café de chez nous. Et la boîte est vraiment belle. Vous irez le regarder sur Internet. Oh. C'est local, c'est du café local et C'est beau. local. Dessus, il y a comme un bonhomme qui fait de la luge. C'est incroyable. C'est parfait pour l'hiver. C'est parfait pour l'hiver. J'aime vraiment effluve de pain d'épices. Ça nous rappelle Noël, en plus, avec la tempête de neige qu'il y a eu. Il me semble que ça aurait été le fun que ce soit Noël hier. Ben oui, c'est ça. Ça a été de la belle température pour ça, mais non. On n'a pas ce qu'on veut dans la vie, hein? Yeah. Et alors, dis-nous de quoi tu vas nous parler. Aujourd'hui, je suis invitée pour vous parler de la bien connue histoire d'Aurore Gagnon, aka l'enfant martyr. Ça va être un peu différent des autres épisodes parce que je vais vous faire un survol des adaptations dans le folklore québécois. On va départager ensemble ce qui est vrai puis ce qui vient des versions romancées de l'histoire. Puis ensuite, je vais vous parler du développement de la loi de la protection de la jeunesse, la LPJ. Souvent, les gens utilisent DPJ, mais tu sais, c'est même pas ça l'acronyme. Puis je suis pas criminologue, fait que c'est pas comme si les lois c'était ma spécialité, mais ça va être un punch tantôt, je vais vous dire pourquoi on dirait la LPJ au lieu de la TPJ. En tout cas, suspense. Restez en ligne, tout le monde. Restez là, restez là. Et partez pas! Partez pas, vous saurez pas c'est quoi la LPJ. Laissez-nous pas toutes seules! Non! Alors, on se lance direct dedans. Aurore Gagnon est née le 31 mai 1909. Elle est décédée le 12 février 1920, à l'âge de 10 ans, d'une septicémie. C'est une manière très fancy de dire qu'elle avait une infection du sang. Tu sais, quand c'est rendu que c'est ton sang qui est infecté, ben tu sais, ton sang il va partout dans ton corps et ça va pas bien. Non, c'est ça, c'est wesh un peu.
Les gens disent que c'est un point tournant dans l'histoire de la protection de la jeunesse. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Point tournant, pas nécessairement point tournant, là. Je veux dire, c'est pas comme le moment où est-ce qu'on s'est tourné sur un 10 cents pour faire quelque chose, là. C'est pas vraiment ça, en fait. Ah non, malheureusement, c'est pas ça. Bon. Non, Et non, voilà. non. L'opportunité de rater. Ben oui. Ça a quand même pris un bon 50 ans. Une chance à Rockterio, les trucs avaient déjà été développés, parce que sinon, maudit que ça irait pas bien. Non, c'est ça. Fait que pour faire un peu sa petite histoire de sa vie et le contexte de vie, Aurore est née à Sainte-Philomène de Fortierville. Ses parents sont Marianne Caron et Télésphore Gagnon. Moi, je pense qu'ils se sont mariés juste parce que leur nom de famille rimait. Ah, ça se peut, hein? Télésphore, c'est tellement un beau nom! Télésphore, c'est un beau nom. Télésphore Gagnon et Marianne Caron. Tu sais, c'est comme, tu rencontres quelqu'un, vos noms fit, vous vous mariez. C'est comme ça que ça marche au début du 900. C'est la loi. Ils ont eu C'est la loi. Marie-Jeanne en 1907. Après ça, ils ont eu Aurore en 1909, Lucina en 1912, Georges-Étienne en 1913 et finalement Joseph en 1915. C'est des beaux noms, pareil. Oui, oui. Georges-Étienne, c'est mon préf. Après la naissance du petit dernier, Marianne Caron tombe malade. Marianne Hood, la veuve du cousin de Télésphore, emménage à la maison pour les aider parce que pauvre petit monsieur sait pas comment prendre soin de ses enfants. Par contre, Marianne Hood, ben, elle sait pas vraiment elle non plus parce que, ben, ça commence à être un peu la merde quand elle arrive. Il y avait pas de tutoriel YouTube dans ce temps-là, là. C'est Non. difficile, là. Il y avait pas Non. de livre Parenting for Dummies. La parentalité pour les nuls! Pauvre Télésphore, il pouvait pas Google quoi faire avec mes enfants quand ils pleurent, tu sais. Il pouvait pas faire ça. Tu leur donnes un bout de citron à tâter. Non, c'est ça, il pouvait pas leur donner du citron. Ils pouvaient pas mettre leur biberon dans le miel, ils pouvaient rien faire. Dans le rhum. Dans le rat, hein. Sûrement qu'il faisait ça, Télésphore. Moi, je l'imagine un petit peu comme un bad boy, là. Un genre de lonesome cowboy. J'ai de la misère à l'imaginer de même à cause de Serge Postigo, mais c'est correct. Serge Postigo. You do you, Serge Postigo. Mais c'est ça. Bon, tout le monde sait que Aurore est décédée, malheureusement, parce que ça a vraiment marqué l'imaginaire québécois. Il y a eu plein d'adaptations de cette histoire-là dans la littérature, au théâtre, puis tout ça. Puis là, je vais vous faire un petit survol de c'est quoi les différentes adaptations, puis à quel moment. Puis on va voir comment Aurore est devenue de plus en plus un mélange entre Cendrillon et Blanche-Neige. Et elle est devenue un ange dans le ciel, et elle est devenue plein d'affaires. Puis après, on va se demander, mais c'est quoi qui est vraiment arrivé? La première adaptation, c'était un monsieur qui s'appelait De Beaujolais, entre 1927 et 1930. On se souvient que Aurore est décédée en 1920. Puis là, 7 ans plus tard, il y a Monsieur Chose qui décide « Hey, moi là, je vais faire un beau roman policier avec ça. Vraiment sensationnaliste. » Le personnage principal, qui s'appelle Pascal Léonidas Herménégilde Dupont. Nice! C'est catchy! C'est très Belle catchy collection comme de nom. noms. Ouais. Pourquoi l'appeler Hercule Poirot quand il peut avoir 4 noms, tu sais? Ben ouais! Exact. Come on. Pascal Léonidas Herménégilde Dupont. Fallait le Et c'est- faire. Rolls off the tongue, là, c'est comme on dit. C'est très facile à se mettre Si en vous bouche. êtes en train d'écrire un roman puis que votre personnage a comme pas minimum 4 noms, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Sérieusement. Pensez à votre projet, là. Franchement. Bon, cette histoire-là met en scène Pascal Léonidas Herménégilde Dupont, avec son triple nom composé, qui est un enquêteur qui se déguise en petit vieux mendiant pour rentrer dans la maison et demander hospice à la famille. Et là, il dit « Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît, chez vous? Je ne suis qu'un petit vieux mendiant. » Puis là, Marianne Hood, la méchante madame, a dit « Ben oui, rentrez, hein? C'est ça que le bon Dieu nous a permis de faire, accueillir les mendiants chez nous. Il faut qu'on fasse ça. » Fait que là, elle laisse rentrer. Mais en fait, c'était pas un petit vieux mendiant, c'était notre enquêteur favori, Pascal Léonidas Herménégilde Dupont. Puis là, il arrive dans la maison, puis il dit « Il y a un enfant mort ici, je le savais. Venez avec moi, madame, Mon vous êtes Dieu. arrêtée. » Mon Dieu, c'était rapide, cette enquête-là. Ouais, c'est l'enquête la plus rapide du monde. C'est vraiment pas plus délicat que ça comme histoire. Ça a passé de 0 à 100, là. C'est pas un roman policier, c'est une brochure policier. Mais après, il y a comme le procès, super sensationnaliste aussi, où Toute la est-ce que vérité.
ils font le procès de la madame, là, puis là, ils sont comme, c'est pas correct, l'enfant est mort. Mais, tu sais, à part le C'est fait mal. qu'il y ait un enfant mort dans l'histoire, pour de vrai, ça n'a pas rapport avec Aurore. Puis, Ok. franchement, on aurait pu s'en passer de cette version-là, je pense. Mais on aurait manqué le plus beau nom de l'histoire du Québec. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça aurait pu juste être genre une short story de 5 pages, là. Ça aurait été bien correct. Euh, Fait que bref, cette première adaptation-là de l'histoire, ben, c'est un monsieur qui s'est dit oh wow, je vais faire une full histoire pleine d'action, full de rebondissements, vraiment full intense et nice, avec ce fait divers lugubre qui vient d'arriver. Genre. Hmm. Après, il y en a eu d'autres, c'était pas le seul. On est prête à passer à ceux d'après, parce que celui-là, il avait pas l'air tant intéressant, effectivement. Je l'emprunterai pas à la BONQ. En 1950, il y a Hubert Pascal qui a fait une autre adaptation de l'histoire d'Aurore. C'est à ce Tu veux moment-là dire qu'Aurore... Hubert, Pascal, Léonidas, Herminie, Gilles Dupont, qui était en Non. fait le premier gars qui avait changé de nom. Non! C'était en fait C'était le déguisé en vieux mendiant! monsieur. En fait, le mendiant! C'était le premier auteur sous pseudonyme! C'était En même vieux pas lui. monsieur. Ah bon, ok. C'était juste un Qu'est-ce nom. qu'il a fait, Pascal? Qu'est-ce qu'il a Il a fait, Hubert Pascal? fait... C'est lui qui a amené l'histoire d'Aurore à devenir un petit peu plus comme un mythe, dans le fond. Il a fait une adaptation qui était très sensationnaliste aussi, mais qui présentait aussi le procès de la marâtre. Puis ça met l'accent sur deux choses. De un, la grande beauté d'Aurore, qui serait belle comme sa propre maman. Puis de deux, le fait que la marâtre, elle est complètement diabolique. Juste unidimensionnellement méchante et diabolique. C'est Ok. ça qui se passe dans la version d'Hubert Pascal. Dans cette histoire-là, la marâtre, c'est vraiment l'unique responsable de tous les malheurs, alors que dans la vie, les deux parents, le père d'Aurore et la marâtre ont été les deux inculpés, là. Les deux étaient coupables de ce qui est Oh arrivé. non, pas Télésphore! Comment de Télésphore, je rootais pour toi. Télésphore, il y avait quand même des petites crottes. Sur le cœur, comme Brad Spitfire. Exactement, dans le car wash émotif. Dans cette deuxième adaptation-là, il y a beaucoup de scènes de description de choses vraiment dégueulasses. Il y a des scènes où est-ce que ça raconte plein d'affaires dégueulasses, comme elle se fait battre, puis tout. Puis là, après, elle se fait lancer dans la soue à cochon. Et c'est un peu trash. À un point tel que en 1960, l'œuvre est reprise aux éditions Bélier et elle est incluse dans une collection dans laquelle on retrouve aussi les 120 jours de Sodome et le Kama Sutra. Oh! Oh Non! mon Dieu, non! Non, 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 Malaise. non! Non! J'étais tellement inconfortable dans mes recherches là, de découvrir ça Oh! Ew! parce que à ce moment-là, ben, Aurore est perçue comme un conte sadique, dans le fond. Oh, c'est terrible. Mais Entre voyons autres, donc! à cause du moment précis où est-ce que dans cette histoire-là, elle s'est fait battre, elle s'est fait lancer dehors, puis là, les cochons lèchent ses plaies. Oh! Oh non! Oh, je suis contre! Malaise, Oh! malaise. Oh Vache. non! Il y a des gens qui ont lu ça pis qui étaient comme « Yup! Yep. Livre d'horreur. C'est Ah. proto-Patrick Sénécal, mais c'est comme un fait divers viré en roman. Ah, c'est ça! Avec un enfant! C'est spécial, pareil. Je suis mal à l'aise! Je vais aller prendre ma douche! Mais là, je suis sûre que tu ne connais pas la réponse à ma question très sophistiquée qui est la suivante. Y avait-tu le droit à ces gens-là de tout écrire des livres en utilisant les vrais noms des gens? Mais ça, je trouve ça bizarre, là, que ce soit le vrai nom d'Aurore, pis de Marianne Hood, pis tout ça, pis qui Mais- racontent des affaires aussi épouvantables sur leur compte, là. Je pense que dans les livres, t'as pas nécessairement les noms de famille, là, pis tout. C'est comme un peu un conte, tu sais, pis c'est plus des personnages qui sont là pour te faire apprendre une leçon morale, genre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu questionnable de se dire qu'ils utilisent ça pour faire des histoires qui vont être dans la collection du Kama Sutra et des 120 jours de Sodome. C'est un peu particulier, ok. Passons au prochain sujet, là. Oui. Histoire qu'on ait moins mal au cœur. Qu'on se cleanse le palette un petit peu parce que c'est... La prochaine adaptation, moi, je pense que c'est ma préférée parce qu'il y a quand même des affaires vraiment le fun qui se passent dedans. C'est l'adaptation d'Émile Asselin qui ancre encore plus dans le mythe en brodant plein de parallèles avec Cendrillon et avec Blanche-Neige pour la grande beauté, mais aussi le fait que Aurore, ben, il fallait qu'elle fasse le ménage tout le temps, puis elle frottait le plancher, puis pour vrai, c'était comme une petite Cendrillon.
dans cette adaptation-là, Aurore est vieillie aussi. Ils disent qu'elle a 12 ans pendant qu'elle vit toutes ses sévices puis tout ça, mais en fait, elle est décédée à 10 ans. Fait que c'est pas vrai. Mais c'est pour pouvoir ajouter la dimension de la puberté là-dedans. Puis dans cette histoire-là, ben, il y a des affaires de comme brûlure au tisonnier. Et là, ça fait vraiment bizarre que j'aie dit. Ça, c'est ma préférée parce que c'est vraiment trash qu'est-ce que je suis en train de raconter. C'est ça, j'allais dire 12 ans au lieu de 10 ans. Est-ce que c'est censé être moins pire que c'est ça? Non! Ouais, pis que là, moi non. aussi, j'étais comme, c'est parce qu'ils veulent inclure des affaires que j'aimerais qu'ils incluent pas? C'est Ouais. ça, mais... Je pensais que t'allais dire qu'au lieu d'avoir 10 ans, on en avait 20, tu sais, puis là, l'histoire est différente, Non. puis ça devient littéralement Cendrillon, mais... OK. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe avec la marâtre que je trouve le fun. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ah. Aurore, c'est pas le fun. Mais en tout cas, Aurore est vieillie, là, il ajoute genre des affaires de comme la brûler au tisonnier en dessous de sa jupe, pis c'est vraiment degs. Hein? Tu sais, Émile Asselin s'est demandé genre, comment je fais pour one-up l'histoire des cochons? On va rajouter la puberté puis l'inceste dans cette histoire-là. Oh non! Guys! Non, mon Y a Dieu! personne qui vous avait demandé ça! Pourquoi qu'on t'a invité pour raconter cette histoire-là, nous autres, là? Voyons Je donc! sais pas. Excusez-moi. C'est épouvantable! Mais dans cette adaptation-là, la marâtre, elle est méchante, puis elle est pas fine, puis tout. Mais c'est pas à 100% de sa faute à elle, parce qu'il y a une twist. Elle est enceinte! Ah, je pensais que c'était le diable. Ouais, je Ok. pensais qu'elle était possédée. Moi aussi! Elle a Ben- fait un pacte avec le diable! C'est un peu ça, vous allez voir. Elle est enceinte du diable! Es-tu enceinte du Parce diable? que c'est pas une bonne raison de battre des enfants, vous me direz, je vous l'accorde. Mais pour Asselin, ben ça avait ben du sens. Marianne, numéro 2, est en famille. Et c'est de la faute de son bébé. C'est le bébé dans sa bédaine qui est responsable des sévices. Parce que c'est lui qui lui dit de faire ça. Ok, ça c'est encore quelqu'un qui comprend pas comment fonctionne l'anatomie féminine, là. Non, vraiment pas. Non. Je sais pas si ça rend ça moins pire ou si ça rend ça pire. C'est quoi la vision que les gens avaient des femmes enceintes à cette époque-là? À quel point tu penses que on est genre juste taken Démoniaque. over par notre bébé, là? Ben, moi j'aime l'idée du lien télépathique avec ton fœtus, tu sais. Là, ça Ouais. devient du fantastique, là. Je trouve ça bien intéressant comme concept. Ton bébé, il te parle. C'est un petit peu Rosemary's Baby. Oui, c'était le bébé du Yob, justement. C'était littéralement le bébé du Yob. C'est donc le bébé qui fuck le chien dans cette histoire. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Attends, le je vais chien. encore te ramasser dans collection érotique. C'est le bébé qui brouille les cartes. C'est plus politically correct. C'est bien. Mais qu'est-ce qui devient ce bébé-là, vous me demanderez? Ben, Marianne donne naissance à des jumeaux. Des jumeaux diaboliques! Des jumeaux, et j'ouvre les guillemets, à l'énorme groin effilé, sans front, aux oreilles pointues, avec des yeux sanguinolents, perdus dans une touffe rigide de poils. En fait, c'est pas un bébé, c'est 2 cochons. Oh my god, c'est les bébés du diable pour vrai. Oh my god! 2 petits cochons, pas de front, aux poils drus. C'était le C'est méchant donc bien le diable, mais sous la forme de 2 cochons qui étaient dans la bédaine de la marâtre. It's a witch! Eh, ça fait du sens, j'aime ça. Je comprends pourquoi c'est ta version préférée, j'aime bien ce Ouais. film-là. Mhm. C'est un peu comme Zeus, tu sais, qui se transforme en cygne, mais c'est comme le diable se transforme en 2 cochons pour venir fucker le chien. Encore une fois. Pour venir tabasser des enfants. À la fin de cette histoire-là, Aurore est devenue un ange aussi. Et le soir, elle descend du ciel et, j'ouvre les guillemets encore, souffle sur les yeux des petits garçons pour qu'ils fassent des beaux rêves. Moi, je trouve ça plate comme fin. Tu sais, devenir un enfant martyr, là, faudrait que ça vienne avec des meilleurs privilèges que ça dans l'au-delà. Genre, Je veux des donnez-y de meilleurs la crème pouvoirs. glacée, je sais pas, moi, donnez-y des patins et de la gomme ballon, mais là, tu sais, vous lui donnez la mission de souffler d'en face des petits bums pour qu'ils dorment. Des petits bums cochons, là. Non, genre, tous les petits gars. Ah, tous les petits gars dans le monde en général. Tous les petits gars Ah, dans le j'avoue monde, que c'est elle bizarre. va leur souffler d'en face pour qu'ils fassent des beaux rêves. C'est pas très COVID-friendly, là. Non, C'est comme Mr. Sandman aussi, mais au lieu de t'amener un rêve, il t'amène du vent. Il vient de t'enlever le sable que t'as dans les yeux. il t'amène toutes les bactéries à l'intérieur de sa bouche. Pis t'es Il met dans les souffle d'en yeux. face. Tiens, bonne nuit! Mais c'est 1950, on connaissait pas ça, les bactéries dans la bouche, là. On était Non. loin de la COVID. C'est vrai. Il n'y avait pas de bactéries dans ce temps-là. Non, ça existait pas.
Fait que ça, c'est ma préf histoire parce que, genre, les jumeaux bébés cochons, là, je pense que ça vaut une petite mention d'honneur. En 1952, il y a encore une autre version qui sort par Benoît Tessier. Hmm. Ça ressemble aux dernières versions, là, aux deux dernières, mais on ajoute une nouvelle motivation à la marâtre, c'est le monies. Oh, le bling! La marâtre est une gold digger qui veut du bling bling. Elle est aussi en famille dans cette histoire. Et dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'elle est comme devenue un dragon qui veut collectionner des sous, tu sais, ramasser des trésors. C'est ça que ça y a fait, là, tu sais. Oh non, c'est Benedict Cumberbatch! C'est ça! Oui! C'est Smog. Ouais. Smoke! Smog. Fait que Théophore, il était loadé. Il était riche, c'était un vieux riche, je sais pas Ah. pourquoi. Je sais pas comment tu fais pour avoir 5 enfants, puis aussi une femme malade, puis être riche en même temps. Parce que j'ai jamais trouvé aucune information sur c'était quoi sa job. La magie des contes. Ouais. Quand la marâtre accouche dans cette version-là de 1952, son bébé est mort-né. Et ça dit qu'il, ouvrons les guillemets, n'était pas normal. Fermons les guillemets. On peut se questionner à savoir, ça voulait dire quoi ça, ne pas être normal en 1952? Tu sais, ça pouvait être pas mal n'importe quoi. Le bébé aurait pu juste comme être roux, puis il aurait dit, il est pas normal. C'est pas normal cet enfant-là. Oh non. Ouais, c'est un gros. Mais bref, c'était une version quand même un peu plus sobre. Il n'y avait pas de bébé cochon diabolique. Puis ça avait l'air d'être un Il y a peu juste plus... des roues. juste un bébé pas normal, mais pas normal, c'est très... C'est ouvert à l'interprétation. Finalement, en 1990, on a eu la version d'André Mathieu qui s'appelait Aurore, l'histoire vraie, sous-titré Une histoire vécue, pour si jamais on n'avait pas compris le titre. La vérité vraie. La vérité vraie sur ce qui s'est vraiment passé. Vraiment vrai, c'est vraiment ça, que c'était pour de vrai, de vrai. Mhm. Est-ce que c'était vraiment ça que c'était pour de vrai de vrai? Mais non. Le monsieur, il ambitionne un peu Maudit pareil. menteur. Il veut nous amener dans le vrai de vrai, mais tu sais, il fait quand même des petits détours qui ont pas de sens, là. Mhm. Il nous donne beaucoup de scènes un peu weird, de genre Télésphore qui massacre des chevreuils, là, parce que apparemment il y aurait comme de la violence dans son sang et dans son lui-même, dans sa lignée familiale. Non. Dans sa version, André Mathieu donne ben du backstory familial. Puis, il inclut des témoignages. Il est allé chercher des témoignages de la famille. Il a voulu faire un peu comme un roman historique, mais en même temps, il a rajouté plein d'affaires que on le sait pas, tu sais, à propos de comme les motivations des personnages à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils se sentaient, puis tout ça. On le sait pas. On peut pas le savoir. Mais lui, il a décidé qu'il le savait. Pour lui, le véritable coupable, c'était le curé. Et c'est toute la faute au curé. Toujours. Maudit curé. Mais pour de vrai, c'est quoi qui s'est passé avec Aurore? Que s'est-il passé? Avez-vous des commentaires à faire sur toutes ces belles versions d'histoires littéraires faites à partir de la vie de cette pauvre enfant? Mais je comprends l'idée de transformer ça en espèce de, justement, de fable avec une morale pour éduquer les gens. Mais en même temps, je me demande, ça éduque les gens à quoi exactement? C'est ça la question que je me pose. Que si tu bats tes enfants, tu vas avoir des enfants cochons. C'est ça. Si tu Oui. fais le mal, tu recevras le mal. Ah, ok, parfait. What comes around goes around. Comme la tune Ouais. de Justin Timberlake. Exact. Il a écrit cette chanson-là en l'honneur de Aurore. On va la faire partir. Après qu'il a lu le livre là, avec les enfants cochons, il était comme faut que j'écrive une chanson là-dessus. Faut que j'écrive quelque chose là-dessus, c'est trop bon. C'est trop bon! Bon, ben on est rendu dans le pour de vrai. Qu'est-ce que Oui, vas-y. c'était cette histoire? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ne nous mens pas, Roxane. Pour de vrai, j'ai trouvé des informations sur le site de la Sûreté du Québec. C'est un peu sommaire, là, mais c'est plus là-dessus que je me base. Bon, l'affaire Aurore Gagnon, ça s'est passé à Sainte-Philomène de Fortierville, dans le comté de Lotte-Binière. C'est un village où il n'y a absolument rien d'autre qui s'est passé jamais. C'est la seule affaire qui est arrivée. Puis c'est C'est vraiment assez, quand dommage même. pour eux. C'est assez. Ouais, mais Ouais, mais c'est en masse. il aurait pu essayer de comme équilibrer ça avec une grosse découverte
Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Formidable ou quelque chose de le fun, tu sais. Un beau gros festival de musique. Ouais, un beau petit festival hipster. Où est-ce que les gens restent dans des tentes? Bon, Marianne Caron et Télésphore Gagnon se marient en 1906. Ils commencent à avoir des enfants. Ils en ont 5, je les ai nommés tantôt. Marie-Jeanne, Aurore, Lucina, Georges-Étienne et Joseph. Après la naissance de Joseph en 1915, Marianne tombe gravement malade. Elle a la tuberculose, puis elle est Oh hospitalisée. Oh. Le couple, d'un accord commun, accueille Marianne Hood au sein de la famille pour aider avec les enfants. Je riais de Télésphore tantôt parce que je disais, pauvre petit monsieur, il sait pas comment s'occuper de ses enfants, mais c'était vraiment normal à cette époque-là. On se replace dans l'époque, c'était normal. Les papas de famille ne savaient pas quoi faire dans leur famille. Mhm. Fait que Marianne Caron, qui avait la tuberculose, elle s'est dit, oui, c'est une bonne idée, laisse Marianne Hood, la veuve de ton ancien cousin, venir vivre à la maison pour aider avec les enfants. Marianne Hood joint le foyer familial en 1915. En 1917, le petit Joseph décède à Oh 2 non. ans. Oh non! Oh, Ouais. Petit coco! Joseph. Ça n'éveille pas vraiment les soupçons parce que au début 1900, un enfant sur 4 meurt en bas âge. Dans la famille, il y a 5 enfants, un enfant sur 5 est mort, c'est relativement normal. T'es dans les statistiques. C'est ça. Petite parenthèse, la plus grande cause de mortalité infantile était l'entérite secondaire reliée au lait de vache contaminé. Ça, c'est Ah! la Oh! gastro du vieux lait chaud. Oh, Oh! Non! oh, c'est terrible. Ew! Pauvres enfants. Oh! On trouvait Oh ça non. tout à fait normal à l'époque de mourir de la diarrhée à cause de notre vieux lait chaud, entreposé dans la ferme. Oh mon Dieu, wesh! Bon. Ceci était une pub pour les réfrigérateurs. Oui. Fait qu'à ce point-là de l'histoire, en 1917, ben, un enfant sur 5 dans la famille est décédé. Ça reste que c'est normal, pis ça peut être pas de la faute à personne. Le 23 janvier 1918, Marianne Caron meurt de sa tuberculose et de toutes Oh non. les complications de tout cela. Comme dans Moulin Oh. Rouge, peut-être qu'elle toussait du sang, comme Je Satine. pensais pas qu'elle mourrait. Probablement qu'elle toussait du sang comme Satine. Oui, Marianne Ben, Caron Ewan McGregor est était à côté décédée. d'elle, pis il était comme non! Donc, le 23 janvier, Marianne Caron meurt. 9 jours plus tard, Télésphore et Marianne Hood se marient. Vous auriez pu attendre un petit peu, ma gang de vous autres. Ils ont été vraiment vite sur le piton. 9 jours. Les petits tannants auraient pu se retenir un peu, hein? Au moins, je sais pas, porter le deuil pendant 10 jours. Non. Ok, on a fini de l'enterrer. Ok, curé, prochaine cérémonie, on est prêt à se marier. Check, je peux revirer mon veston de bord. Maintenant, il est blanc. Avant, il était noir. Là, il est blanc. Il y a 2 barres, c'est ça? Toujours en 1918, Lucina meurt à 6 ans, dans des circonstances Oh. nébuleuses. Là, on est rendu à 2 enfants sur 5 qui sont décédés. Ça commence à être weird. C'est comme, soit ils sont vraiment malchanceux, ou il y a quelque chose qui marche pas, là. Leur lait est vraiment pas bon. Ouais, ton lait, il fait vraiment pitié, là. Ouais, là, le lait chaud, là, ça marche pas pantoute. Lucina, c'est l'enfant dont on n'entend jamais parler de nulle part. Comme, elle est même pas sur la page Wikipédia de la famille. Oh non! Je comprends pas comment ça se fait qu'elle est tombée dans les craques de même, puis qu'il y a personne qui a pensé à elle. D'un crack du divan. Elle est tombée dans les craques du divan. Bon. En 1919, ce serait le début des sévices à Aurore. Encore une fois, je sais pas pourquoi on parle pas plus de Lucina, parce que si Marianne Hood est arrivée dans la famille en 1917, puis que Lucina est décédée en 1918,
Ben, elle aussi, Mhm. peut-être qu'elle a vécu des sévices pendant 1 an. Il ça se peut, hein? Le 16 septembre 1919, Aurore est hospitalisée pour un ulcère au pied qui veut pas guérir. Ouch! Il n'y a pas d'affaire de tison en feu en dessous de sa jupe. Il n'y a pas d'affaire de cochon qui mange ses bobos. Il n'y a pas d'affaire de tout ça. Elle a été hospitalisée pour son pied qui avait une infection, une blessure au pied qui voulait pas guérir. Elle avait pilé sur un gros Lego. Ouais, un gros Lego, mais genre en métal, avec le tétanos Oh. dedans. Il n'y a pas non plus, tu sais, d'affaires de comme les mains sur le poil, là. Ça vient des films, ça vient Ouais. du folklore, ça vient de toutes les choses qu'on a imaginées alentour. Mais c'est pas, il n'y a pas nécessairement de truc de genre ses mains étaient sur le poil, là. Aurore avait les cheveux coupés vraiment courts. Mais, tu sais, dans ce temps-là, Mhm. c'était... il y avait des poux, puis plein d'affaires. Puis le monde était sale. Puis c'était bien pratique d'avoir les cheveux courts quand t'es un enfant pour pas avoir des poux, puis être sale, puis être tout croche. Ça se peut, hein? Pas être un pouilleur. Quand on pense à Aurore l'enfant martyr, on pense à « Ah, elle avait les cheveux coupés tout courts, tout croche, full lait parce que sa marâtre était fâchée contre sa beauté puis tout. » Mais non, ça aussi, ça vient de toutes les histoires qu'on s'est faites alentour. Elle avait juste les cheveux courts parce qu'elle avait les cheveux courts, tu sais. Il n'y a pas nécessairement de raison terrible en arrière de ça. En 1920, le couple, Télésphore et Marianne numéro 2, reçoit la visite de Rose Anna Gagnon, la sœur de Télésphore, et de la voisine Exilda Lemay. Les deux personnes qui ont visité là, au début de cette année-là auraient vu que Aurore n'allait pas vraiment bien, puis auraient aussi vu l'inaction des parents. Oh non. Mais ils se sont pas prononcés, ils ont rien dit, ou ont rien fait de concret, on ne sait pas. Mhm. Le 12 février 1920, Aurore sombre dans un profond délire. Le docteur Oh non. arrive sur place et dit que c'est un coma. Je sais pas Hein? à quel point il y avait la connaissance médicale pour dire ça, qu'elle était dans le coma, mais bon, il Ben, dit elle est dans le Mais coma. c'est pas la même chose. Ben, c'est ça, j'allais dire. Faire un délire puis être dans le coma, c'est des actions un petit peu opposées, là, dans ma tête, là. Mais Ouais, hein? si je me fie aux vieux articles qu'on consulte des fois pour nos articles, j'ai l'impression que c'est pas clair c'était quoi faire un délire à l'époque, parce que souvent c'est des choses vraiment différentes, là, comme... Pleurer. Ouais. Ouais, Crier. c'est pleurer, Ouais. crier, dire des choses qui font pas de sens, perdre connaissance. Ah, perdre connaissance. Fait qu'elle a perdu connaissance puis elle était dans le coma, puis il était comme, elle fait un délire! C'est le coma! Ouais. Ok. Le curé était aussi présent là, au moment où est-ce que Aurore a sombré dans un délire. Ils ont appelé le médecin et le curé. Ben oui, c'est complémentaire. Puis le curé, ben il a dit je suis d'accord avec le médecin. Il a pas fait grand-chose de Mhm. plus que ça, parce que je pense pas. Mhm. Je seconde. C'est ça. Je Deux seconde. secondes. Télésphore, à ce moment-là, il était parti dans le bois. Mais pas nécessairement pour travailler. Il Battre était un juste parti chevreuil. dans le bois. Juste frapper qui a un chevreuil dans la face. Ils l'ont averti, puis il est revenu. Mais moi, je trouve que Mais il c'est fait pas genre bien le loin, bout qui a le moins de sens. Parce que comment Oui. tu cales le monsieur qui est parti dans le bois? Tu sais, Call le télésphore. il n'y a pas de téléphone cellulaire, télésphore. Il n'y a pas de Wi-Fi dans la forêt. Non, y en a pas. Y a une pagette? Il y avait sûrement pas de pagette. Tu cries fort. Tu sais, c'est quoi, la voisine est sortie dehors puis elle a lâché genre un gros cri. Puis le télésphore était comme « Ah! Faut que je revienne! » Puis il est revenu en gambadant. J'avoue, c'est pas trop clair. Elle a pris sa Peut-être qu'il y corne avait- comme à la fin du Seigneur des Anneaux, là. Peut-être que c'était un télégramme. Mhm. Aurore malade, stop! Moi, je pense que peut-être qu'il y avait des codes. Peut-être qu'il y avait des codes de préparés pour plusieurs situations, puis genre 2 coups de bâton sur le gros érable qui est là, ça veut dire « Viens-t'en, mon petit fort, il y a un autre enfant qui meurt, puis là, faut que tu reviennes, tu sais. » Puis là, on est rendu... ça J'aime fait quand 2 t'as un enfants. code pour dire que 3 tes enfants ils meurent. Ouais, parce que ça arrive, ça fait partie de la vie. Bon, en tout cas, moi je vous dis, c'est étrange. Je pense, en fait, que Télésphore, il disait qu'il partait dans le bois, mais en fait, il était caché dans le grenier puis il jouait avec des petits bâtons. Ça se peut. Et des dominos. Ouais. Ou il jouait avec des petits Legos. Bref, Télésphore est revenu. Puis finalement, Aurore est décédée à 19h. Après le décès, il y a eu une autopsie. Parce que là, un moment donné, ça fait 3 enfants qui meurent dans cette famille-là. C'est pas normal. C'est plus que ce qui est supposé. Le docteur puis le curé se sont entendus pour dire que c'était un peu beaucoup. J'imagine le curé qui dit au docteur genre « C'était plus que la volonté du bon Dieu, ça! »
Puis le docteur qui fait « Je seconde ». C'était vraiment rare de faire une autopsie à cette époque-là, puis surtout sur un enfant. Fait que on se dit qu'ils doivent y avoir réfléchi un bon petit bout de temps. L'autopsie dénombre 54 blessures sur le corps d'Aurore. Mais Oh non! Oh! comment on compte les blessures, tu sais? Genre, deux 1, bleus, 2, Deux. 3. un à côté de l'autre, c'est-tu une catégorie de blessures? Genre, c'est 2 blessures? C'est une grosse blessure? Je pense que c'est 2 bleus. Peu importe, c'est beaucoup, beaucoup de bobos. Oui, C'est oui, beaucoup oui. trop de bobos sur un petit corps aussi. Ensuite de ça, Marianne Hood est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la pendaison. Mais finalement, elle n'est pas pendue parce que tout de suite après qu'elle soit emprisonnée, un petit peu avant de sa pendaison, il y a des gens qui sont comme qui font des protestes anti-peine de mort. Puis là, finalement, ils la font libérer. Ben, ils la font genre pas pendre. OK. Elle a survécu grâce aux gens qui ne voulaient pas que le monde se fasse pendre en 1920. Mais OK. en 1935, elle finit par être libérée parce qu'elle est très malade. Et en 1936, elle meurt de probablement ce qu'aujourd'hui on appellerait un cancer du sang. Mais à cette époque-là, ils savaient pas vraiment ce que c'était. Ou le karma. Ou le karma, je suis d'accord. karma. Juste le karma. Je seconde. Télésphore est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il est emprisonné en 1920. En 1925, il est libéré pour bonne conduite. Puis là, ben, il continue à écrire des lettres à Marianne Hood parce qu'il est comme « Pauvre toi, je t'aime, je t'attendrai pour toujours. » Puis là, ben, elle meurt. Puis là, il se marie avec une autre Marie-Laure. Ben voyons! Il aimait beaucoup les maris. Télésphore, c'est bol! C'est un player. Tout un playboy. Donc, et voilà. C'était les vraies infos factuelles qu'on peut trouver en dehors du cadre littéraire sur l'histoire d'Aurore Gagnon. Mhm. La vérité, c'est que malheureusement, ben, on n'a pas d'explication vraiment profonde sur c'est quoi les motivations de ces personnes-là. On ne sait pas qu'est-ce qui a amené Marianne Hood à maltraiter les enfants. On ne sait pas vraiment non plus si c'était de la maltraitance ou de la grosse négligence. Mais ça, c'est pas une distinction qu'on faisait à cette époque-là. Parce que probablement qu'Aurore souffrait de malnutrition. Probablement qu'elle était pas... probablement qu'elle était très négligée aussi, pas nécessairement juste victime de violence. Maintenant, on arrive à la partie sur la protection de la jeunesse. Yeah! Yeah! Protégeons les enfants! Protégeons des enfants. Protégeons les enfants! Bon, comme j'ai dit au début, ben, c'est une histoire qui est réputée avoir fait beaucoup réfléchir les personnes sur la protection de la jeunesse. C'est qualifié comme étant un point tournant dans l'histoire de la protection de la jeunesse. Mais en fait, l'histoire d'Aurore Gagnon en 1920, c'est quand même assez éloigné des débuts de la loi encadrant la protection de la jeunesse. Mais c'est normal parce que c'est long de faire mettre en place des lois puis de faire évoluer un cadre juridique. C'est quelque chose de très compliqué et complexe. La loi P34, c'est la loi sur la protection de la jeunesse. Ça a été mis en place en 1977. C'est la loi qui vise la protection de l'enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être compromis. C'est un cadre juridique des droits des enfants et des parents. Puis c'est la référence pour ce qui est de leurs besoins puis ce qui est nécessaire au bon développement de l'enfant. On dit la LPJ, la loi de la protection de la jeunesse, mais il y a plein de gens qui disent la DPJ, mais comme la DPJ, c'est la direction de la protection de la jeunesse. C'est pas la même chose. Ah! Puis comme la loi, c'est la loi, tu sais, mais quand on parle de la DPJ, la direction de la protection de la jeunesse, il y a plein de DPJ. Il y a plein de directeurs, directrices de la protection de la jeunesse qui travaillent dans tous les CIUS ou les CLSC ou toutes les places. Il y a plein de petits DPJ. Puis il y a une loi, une LPJ. Ah, je pense que je comprends. OK. Ah, ok. Fait que c'est pas Ok, juste ok, un ok. gros département. Non, c'est ça, il y a pas juste un de... Ouais, il y a pas une... C'est pas la DPJ comme la grosse affaire. C'est la direction de la protection de la jeunesse. Il y a plein de personnes qui sont mis en poste pour mettre en place ces lois-là, genre, puis les faire respecter. Puis ça, c'est les directeurs ou les directrices de la protection de la jeunesse. Puis ça, c'est quelqu'un... C'est genre... C'est ça, la DPJ. Mhm. Ah! Ah! Mhm. Ah. Bon, si on reprend notre définition du but de la P34, ben c'est sûr que la famille Gagnon fit dans le mandat de la LPJ.
ça leur aurait très bien fité et c'était clairement des enfants dont la sécurité ou le développement était compromis. Des enfants pouilleux. Des enfants pouilleux avec les pieds pleins d'ulcères qu'il faut aider. Puis le tétanos. Puis le tétanos. Puis la diarrhée. Puis la diarrhée à cause du vieux lait chaud. Mais ça, c'était normal, par exemple. Ça, c'était pas un motif de compromission à l'époque parce que tout le monde avait la diarrhée du vieux lait chaud. Ça arrive! Ça arrive! Oh non! Puis des fois, t'as la diarrhée tellement fort que tu te déshydrates, puis c'est tout. Puis c'est mort. Puis tu meurs. Ah, c'est Mais- terrible. C'est terrible. Ouf. Tu sais, ça donne comme plus le goût jamais de boire du lait. Non, pas en tout. J'en bois déjà pas beaucoup, fait que je vais continuer comme ça. J'aime ça, pas avoir la diarrhée. Tu fais bien? Bon, c'est comme la partie un peu plus encore triste de ma présentation. Oh non! Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent comme ah, s'il y avait eu la DPJ à cette époque-là, ben Aurore Gagnon, ça y serait pas arrivé, tout ça, puis tout. Mais malheureusement, comme ça veut pas dire. C'est vraiment complexe à mettre en place, à instaurer, tu sais, la protection de la jeunesse. Puis il y a plein de paramètres, puis il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Puis dans la loi P34, dans la loi de la protection de la jeunesse, le quatrième point de ça, c'est que toutes les décisions qui sont prises en fonction de cette loi-là doivent le plus possible tendre à garder l'enfant dans son milieu familial. Parce qu'il y a plein de recherches en développement de l'enfant qui ont démontré que c'était plus traumatisant pour un enfant de se faire sortir de sa famille que de vivre dans un contexte qui est peut-être pas optimal puis qui répond peut-être pas comme pleinement à ses besoins. Oh, c'est terrible, ça, Oh. mon Dieu. Parce qu'une des choses les plus importantes dans le développement de l'enfant, c'est la stabilité dans son environnement. C'est qu'il soit capable d'avoir une routine puis de savoir à quoi s'en tenir, tu sais. Pour être capable de créer des liens de confiance avec les gens autour de lui puis tout ça. Mais c'est ça, c'est très compliqué. C'est très complexe. C'est toujours des questions difficiles. Puis je pense que la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, a vraiment comme mauvaise presse dernièrement, surtout depuis les dernières années, depuis qu'il y a eu l'histoire de la petite fille à Granby. Puis là, au début de cette année, il y a eu la petite fille à Laval. Ça l'a fait beaucoup parler. Puis là, ça l'a fait... Les gens se sont dit, ben là, c'est des enfants qui avaient été rencontrés par la DPJ, comment ça se fait que c'est arrivé, puis tout ça. Mais c'est dur. Parce que des fois, comme les intervenants de la DPJ sont à prendre une décision qui est vraiment juste comme choisir entre plusieurs mauvais scénarios, puis essayer de trouver le moins pire de ces mauvais scénarios-là, tu sais. Mhm. Il n'y a pas de solution magique dans ces situations-là. Bon, ben, c'était déprimant comme fin d'histoire, ça! C'est déprimant. Alors, c'est la fin de l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr. C'est la Parce qu'il fin faut qu'on le dise à un moment donné. Faut qu'on le signale Ouais. quand c'est la fin. Alors, c'est tout ce que tu avais à nous raconter pour nous déprimer aujourd'hui sur le sort des pauvres enfants. Oui, c'est tout Oui. ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je tiens à vous dire quand même que si vous connaissez une famille dans votre entourage qui vit des mauvais traitements, ben vous avez un droit de parole, puis vous avez le droit de parler, d'aller chercher de l'aide pour cette famille-là. C'est pas vrai que la DPJ est genre un kidnappeur d'enfants qui prend les enfants et les éloigne et fait tout. La DPJ est mise en place pour offrir aussi du soutien puis développer les compétences parentales des parents. Développer les compétences de ces parents-là pour que l'enfant puisse rester dans son milieu, puis qu'en plus, ses besoins soient tous comblés, tu sais. Fait que faire un signalement à la DPJ, je pense que c'est quelque chose qui est très controversé encore pour beaucoup de gens, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comme « Oh non, ça se fait pas », mais c'est quelque chose qui peut être très aidant, puis c'est pas quelque chose qui est obligé d'avoir genre un gros impact intense et négatif. Ça peut se passer très bien, puis ça peut faire toute la différence dans la vie d'une famille ou des enfants. C'est ça mon message, un peu plus d'espoir pour la fin. C'est un beau message d'espoir, mais c'est surtout les gens qui sont dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'éducation, c'est les gens qui ont le plus de chances d'être en contact pour des périodes prolongées avec des enfants. Fait que si vous êtes dans le milieu de l'éducation et que vous remarquez qu'il y a un petit enfant dans votre classe qui a l'air de passer un mauvais moment, mais c'est absolument normal d'avoir l'instinct de vouloir poser des questions puis en savoir plus, puis justement, il faut pas perpétuer l'omerta, il faut parler. On peut poser des questions. Le bon Dieu vous en voudra pas. Merci beaucoup, Roxane, pour ton histoire. Très bien racontée, très touchante. Sur Ouais, Aurore ça fait l'enfant plaisir. martyr et les différentes déclinaisons dans la fiction. Merci d'être avec nous. Merci de t'être jointe à nous. Oui.
d'avoir mis du crime dans notre café. Oui, absolument, on a oublié de le dire au début. Merci de m'avoir invité. Ça nous a fait plaisir. C'est full plaisir. Oui. Alors, on vous le rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez entrer en contact avec nous pour nous écrire des lettres d'insultes, mais aussi des lettres de compliments, ça on aime ça, oui. Vous pouvez le faire à l'adresse unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présente sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. C'est là qu'on rend disponibles les beaux visuels sur lesquels Audrey travaille chaque semaine, les visuels personnalisés qui illustrent chacun de nos cas. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une très belle journée. On se revoit la prochaine fois pour mettre un petit peu de crime dans votre café. Bye bye! Merci tout le monde! When your workforce, tech stack, and business needs are evolving all at once, you need HCM software that moves just as fast. That's why Paylocity builds what's next, providing innovative and simplified solutions for clients to tackle the real challenges they face every day. From AI-driven insights to automated workflows across HR, finance, and IT, Paylocity's platform doesn't just keep up, it leads. It's time to simplify complexity, drive results, and move forward together. Start now at paylocity.com/simplified. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details.